Bonsoir à tous. Je vérifie que les Villiers font venir du monde à la Pocure, parce que vous étiez là vous-même il y a 2 ans, au moment de Noël, et c'était une foule dense qui attendait pour se faire signer un livre. Et puis l'année dernière, c'est votre frère qui est venu signer son très beau livre « Servir », qui a eu aussi une grande fréquentation. Et donc je suis très heureux de voir pour cette reprise des Jeudis de la Procure après les vacances de printemps, de voir que la foule est là pour vous écouter parler. Bonsoir Philippe de Villiers. Bonsoir. Alors depuis que nous vous avons invité, l'actualité m'incite à vous poser une petite question au préalable, clin d'œil. Il s'est passé un événement extraordinaire, c'est que le club de football des Herbiers s'est hissé jusqu'en finale de la Coupe de France, où dans quelques jours il va affronter le Paris Saint-Germain. 2 questions. Est-ce que c'est un autre rêve d'enfance et est-ce que vous croyez aux chances des Herbiers? Le football a beaucoup évolué et ce match est une sorte de combat allégorique entre le football du cœur enraciné avec des petits moyens et le football friqué largement soutenu par des États qui ont d'autres buts que la promotion du football français. Et donc je trouve qu'il est amusant de se retrouver au Stade de France avec un petit club de province qui représente la France que nous aimons, une France enracinée, qui remplace l'argent par le feu sacré, et en face d'une grande équipe qui naturellement aura l'arrogance des grandes équipes. Le joueur le plus payé des Herbiers, c'est 3 000 €. Le joueur le plus payé du Paris Saint-Germain, c'est 3 millions d'euros. Et donc, quel que soit le score, eh bien, le fait d'être arrivé jusque-là, au Stade de France, c'est un exploit qui n'est pas sans rapport avec... Mais c'est bien pour ça que j'ai choisi d'ouvrir notre rencontre là-dessus. J'ai trouvé que il y avait un parallèle et que c'était un symbole fort en ces 40 ans du Puy du Fou. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai créé le Puy du Fou, tout le monde m'a dit, autour de moi, c'est complètement fou, on est dans un trou. Et toutes les conditions étaient réunies pour l'échec. Pas d'argent, pas de route, pas de curriculum vitae. L'ENA, ça ne veut pas dire l'École nationale artistique. Pas de troupes, pas de techniciens. Il y avait des routes à 6,50 m. En termes de marketing dans une école de commerce, c'est 0 pointé. Et puis maintenant, on est sur le toit du monde, avec 5 Oscars à Los Angeles. Voilà, tout ça c'est fait en 40 ans, c'est fait sans moyens. Et ce que je voudrais dire, ce que je raconte dans mon livre, c'est que je voyais bien le scepticisme autour de moi lorsque je parlais aux Vendéens. Et donc j'ai demandé à un notaire de venir, et il dit voilà, je vais monter sur une barrique, il dit je vais faire 4 serments devant vous. Premièrement, il n'y aura jamais de droit d'auteur, parce que c'est un acte d'amour et non pas un acte de business. Deuxièmement, il n'y aura jamais de subvention, parce qu'il ne faut pas dépendre du marketing électoral. Troisièmement, il n'y aura jamais d'actionnaire. L'actionnaire du Puy du Fou, ce sera le Puy du Fou, point final. Et tout l'argent gagné sera réinvesti dans l'œuvre. Et enfin, quatrièmement, j'irai moins haut peut-être, mais tout seul, Cyrano, il n'y aura jamais de brevet américain, de brevet extérieur, on fera tout nous-mêmes. Et on a eu la surprise il y a quelques heures de recevoir le compte-rendu d'une grande réunion mondiale de la Fédération du spectacle vivant, qui a dressé le bilan suivant. Sur les 250 savoir-faire principaux du spectacle vivant, pour 60 d'entre eux, c'est le Puy du Fou qui est sur le podium olympique. C'est-à-dire que ce petit Puy du Fou, sans argent, sans moyens, sans compétences particulières, avec simplement une passion qui est celle de la France et de la Vendée, eh bien, nous avons réussi à rivaliser avec des mastodontes français ou américains
qui, à coup de subventions avec des grandes entreprises capitalistes derrière eux, évidemment, accumulent les possibilités de nous écraser. Mais en fait, on n'écrase pas l'amour. Alors donc, dans ce livre, Puy du Fou, un rêve d'enfance, qui est la reprise augmentée d'un livre que vous aviez publié il y a une vingtaine d'années à l'occasion d'un précédent anniversaire, vous racontez très en détail l'histoire extraordinaire du Puy du Fou. Et je dois dire que si je ne suis pas un Puy follet, je vais vous en faire l'aveu, je ne suis jamais allé au Puy du Fou, c'est peut-être le cas d'un certain nombre, et cela m'a donné l'innocence de lire cette histoire qui est absolument haletante, et ses débuts m'ont vraiment bouleversé, de voir comment tout a commencé en ce 13 juin 1977, vous aviez 27 ans, et au hasard de votre promenade sur une petite colline, vous tombez sur les ruines d'un château. Vous dites, c'est le titre du chapitre qui est très beau, ce château pleure tout seul, entrailles ouvertes. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que vous avez... J'ai eu l'impression que vous aviez une sorte de... Il y a une très grande charge émotionnelle dans ce moment tel que vous le racontez. Et je me suis dit tout à coup, en pensant à Maurice Barrès, que vous trouvé votre colline inspirée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez eu une intuition, un choc, un flash? En fait, le Puy du Fou est né de la confluence de deux urgences intimes. Un devoir de gratitude qui s'inscrivait en moi depuis mon enfance, de reconnaissance pour une enfance heureuse. Je voulais dire merci à mon papa, à ma maman, à mes voisins, à tous les paysans qui m'ont tout appris. J'étais un petit gars qui courait à la campagne et qui, sans le savoir, cueillait des fleurs de civilisation. Ça, c'est la partie hymne, la première urgence intime. Il y en a une deuxième, c'est que j'habitais au bord d'une petite rivière qui s'appelle la Boulogne. Petite rivière métaphysique, rougie du sang des innocents, martyrs des Lucs sur Boulogne. Et donc, j'ai voulu rendre un hommage aux martyrs de Vendée, morts sans sépulture, livrés aux ardeurs du soleil et des corbeaux, et leur donner une sépulture officielle qu'ils n'ont jamais eue. Et donc il y avait cette double urgence, un devoir de gratitude, merci pour ce que j'ai reçu, et un devoir de réparation d'une injustice. À partir d'une phrase de Robespierre que mon professeur d'histoire avait mis dans mon cœur, faites en sorte que dans la suite des temps, l'histoire désigne les Vendéens comme responsables du mal que nous leur faisons. Et en fait, quand j'étais petit, à l'école, je voyais tous mes copains qui baissaient la tête dès qu'on prononçait le mot Vendée. Parce que la Vendée, c'était l'œil de Caïn de l'histoire de France. On n'avait pas le droit de prononcer ce mot. Il fallait faire mourir les Vendéens 2 fois. Et il y a un sentiment de révolte qui était inscrit en moi. Et je me suis dit, je vais consacrer ma vie à rendre à ce peuple sa fierté. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le Vendée Globe, en fait, pour faire flotter sur toutes les mers du monde, sur les voiles de tous les bateaux, le double cœur vendéen. Parce que ce double cœur a une signification qui est d'une grande importance pour notre pays. Et en fait, c'est le combat d'une vie. Et mon père m'a dit, quand je lui ai parlé de mon projet, il dit « Ne cherche pas à faire le bien ou le vrai, fais le beau. Parce que le beau élève. » Et il y a un mystère dans le Puy du Fou, c'est sa pérennité, puisque depuis 40 ans, il y a 4000 bénévoles, côte à côte avec 2000 salariés. Et dans ce petit coin de France, aujourd'hui on a reçu 10-12 000 personnes, vous avez des salariés, des bénévoles qui travaillent ensemble à la même œuvre. Pourquoi? Parce que chacun met l'œuvre au-dessus de son caprice,
au-dessus de son destin personnel. Et cette œuvre, elle est neuve comme au premier jour. Et toutes les nouvelles générations, puisque Puy du Fou, c'est une société très jeune, portent ce projet d'une manière incroyable. Alors, juste en deux mots, il y a eu la Cinécénie en 1978. Alors, oui, la cinécénie, c'est un mot que vous employez beaucoup dans le livre. Oui, c'est un spectacle, un genre d'expression nouveau, ciné, mouvement, cénie, espace. L'espace en mouvement, c'est un film de plein air en relief. 10 ans après, quand Disney est arrivé en France, je me suis dit, je vais créer le parc de l'histoire de France. À l'époque, j'étais secrétaire d'État à la culture, et j'avais dit à Chirac, on devrait créer des parcs à la française. Il m'a dit, on n'a pas les technologies. Je lui ai dit, oui, mais les Américains, ils ont une petite souris, nous on a Jeanne d'Arc. Il m'a dit, ah bon? 10 ans après, on a créé l'Académie Junior de Puy du Fou, 30 écoles, 800 élèves. Donc on forme nous-mêmes nos ingénieurs, nos chercheurs, nos techniciens, etc. On a 200 chevaux, etc. Puis, 10 ans après, on crée la Cité Nocturne. Tu choisis ton siècle pour dormir. On est passé de la cueillette au séjour. Puis, la chose la plus incroyable qui se passe en ce moment, de nombreux pays viennent nous chercher, les chefs d'État, et nous disent faites un Puy du Fou chez nous. Par exemple, on est en train de faire un Puy du Fou à Tolède, en Espagne. Évidemment, on ne fait pas le Puy du Fou vendéen, on fait le Puy du Fou tolédan, à partir de l'histoire de la Castille, mais sur le modèle de la Vendée. Et des pays comme la Russie, au plus haut niveau, puisque j'ai été reçu par le président Poutine, ou la Chine, veulent un Puy du Fou. Le plus marrant, c'est la semaine dernière, on a eu une demande pressante de l'Arabie Saoudite. Il a dit on veut un Puy du Fou chez nous, on veut un Puy du Fou chez nous. Et on leur a dit c'est pas facile parce que nous, sur Mahomet, c'est même impossible, quoi. Voilà, ils ont compris, ils étaient prêts à mettre beaucoup de milliards de dollars pour avoir le Puy du Fou. Mais, incroyable, c'est la première fois que l'islam réclame Philippe de Villiers. Sans doute la dernière. Alors, vous parliez de la Russie, il y a un chapitre qui m'a beaucoup touché que vous racontez, c'est ce qui se passe le 24 septembre 1993, où parmi tous les hôtes de marque qui sont défilés au Puy du Fou, il y a un accueil extraordinaire qui est réservé à Alexandre Solzhenitsyn, dont on fête cette année les 100 ans. Alexandre Solzhenitsyn, ne croyez-vous pas qu'il a compris avant tout le monde qu'il pouvait y avoir un Puy du Fou justement en Russie avec les racines russes? J'avais écrit à Alexandre Solzhenitsyn en lui disant voilà, on va commémorer les 200 ans de la Vendée. Et j'avais écrit au pape Jean-Paul II et à Solzhenitsyn. Et le pape m'a répondu, le pape Jean-Paul II, je viendrai, je connais bien la Vendée. Nous, les Polonais, on connaît très bien la Vendée. Mais je vais venir en 96, ce qu'il a fait à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et Alexandre Solzhenitsyn, grande surprise, m'écrit une lettre en réponse et me dit « Je connais très bien cette histoire, ma mère me l'a racontée. » Et il dit « J'ai quelque chose à dire sur la Vendée. Je suis d'accord, je viens. » Et là, il a dit cette chose extravagante qui a cloué au sol de la presse française et beaucoup d'historiens officiels. Il a dit la roue rouge. Il écrivait un livre sur la roue rouge qui tourne et qui a broyé la Russie. La roue rouge a fait ses premiers tours en Vendée. C'est là qu'a été inventée la matrice. Et il a cité la phrase de Lénine, il nous faut des Vendées, c'est-à-dire des exemples de terreur réussie. Et il m'a emmené, il m'a reçu ensuite, quand il est rentré en Russie, parce qu'on est devenus des amis, à Tambov, où les paysans de Tambov s'étaient révoltés comme les paysans vendéens. Et son rêve, qu'il n'aura pas vu, c'était un Puy du Fou en Russie. Et quand j'ai été reçu par Vladimir Poutine, il m'a dit « Ah, Solzhenitsyn m'avait parlé du Puy du Fou, c'est comme ça que j'ai appris à connaître le Puy du Fou. » Voilà. Et Solzhenitsyn a été très très marqué par le Puy du Fou.
Et je me souviens que sa première réflexion après la Cynécénie, c'était un peuple qui garde ses ferveurs ne peut pas mourir. Voilà. Alors ce qui est très frappant aussi, c'est de tous ces gens qui passent et qui vous soutiennent, surtout au début, c'est de voir des gens qui viennent d'univers très différents du vôtre. Par exemple, on peut se demander quel point commun il pouvait y avoir au départ avec Yves Montand, et Yves Montand vient au Puy du Fou et vous rend hommage à un moment donné où on vous dit que vous faites un peu concurrence à la Roche de Solutré. Oui. Oui, alors ça, je le raconte entre les lignes dans mon livre. Il se trouve que le modèle économique du Puy du Fou est un modèle non capitaliste. Alors, la réussite économique du Puy du Fou, qui est incontestable, fascine les capitalistes, les entrepreneurs, parce que c'est un vrai fleuron français. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie de François Hollande est venu et nous a dit « Je viens saluer un fleuron français qui traverse la crise comme la salamandre de François Ier traverse le feu. » C'était Emmanuel Macron. Donc, il y a la réussite du Puy du Fou qui fascine le show business, qui fascine le monde du spectacle, etc. Et puis en même temps, il y a un modèle économique décalé, puisqu'il n'y a pas de capital au Puy du Fou. Le capital, ce sont les enthousiastes, c'est l'incandescence, l'excellence artistique. Et alors, Yves Montand, Bernard Kouchner et tant d'autres se sont entichés du Puy du Fou à l'époque où ils étaient encore dans la vision de la Yougoslavie, de l'autogestion. Et en fait, il me disait, ça me laissait pantois, mais en même temps en souriant, tu es prodigieusement de gauche. Donc, expliquez-moi, non? Parce qu'en fait, tu fais un capitalisme sans capital, c'est ça l'avenir, etc. Et il y a eu une grande émission de télévision, commandée par François Mitterrand à l'époque, 84, présentée par Yves Montand, qui s'appelait Vive la crise. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et dans l'émission Vive la crise, alors il y a la première partie qui décrivait la crise, la catastrophe, puis la deuxième partie, il y avait la bonne nouvelle après la crise. Et la bonne nouvelle, c'était le Puy du Fou. Et voilà. Et donc Montand a voulu venir voir cette bonne nouvelle, parce qu'il considérait que c'était un modèle d'avant-garde. Et encore aujourd'hui, eh bien, on transcende tous les clivages, le Puy du Fou, parce que les gens sentent que dans cette civilisation très matérialiste, hédoniste, c'est un acte d'amour. C'est vraiment resté un acte d'amour et pas du tout un acte de business. Et il y a au Puy du Fou une urgence artistique qui traverse toutes les générations, et qui est le lien entre les uns et les autres. Songez qu'il y a 4000 bénévoles, 40 ans après, et qu'il y a 500 personnes qui piaffent et qui pleurent, parce qu'on leur dit non, on ne peut pas, il n'y a pas de place. Donc il se passe quelque chose. Et vous avez gardé votre âme. Et on a gardé notre âme, et en fait, voilà, c'est en fait le secret, on a gardé notre âme. Un Puy Follet aime la France, fait aimer la France. Et pour nous, l'insulte, c'est parc d'attraction. Pourquoi? Parce que parc d'attraction, c'est manège, sensation. Nous, c'est spectacle vivant, émotion. Et notre récompense, c'est de voir tous les jours des gens qui pleurent, qui viennent de partout, du monde entier, qui pleurent, qui sont émus, et qui nous disent merci de faire aimer notre pays. Voilà. Et en fait, c'est ce que moi je voulais faire. Et donc ça, je l'ai réussi. C'est un long poème, le Puy du Fou. Je pense qu'on est qu'aux premières strophes. C'est mon fils, Nicolas, qui est maintenant le président du Puy du Fou, qui m'a succédé,
avec toute une équipe qui est très jeune et qui va aller sans doute beaucoup plus loin. Alors c'est marrant parce que je me souviens d'une conversation avec René Monory, quand il était venu au Puy du Fou, à l'époque où il créait le Futuroscope. Il me dit, t'as combien de visiteurs? Je dis 100 000 la première année, en 1989. Et toi? Il me dit, on va vers les 3 millions. Et quand j'étais secrétaire d'État, Chirac m'avait donné le dossier de Disney. Dans le dossier de Disney, je vois objectif 45 millions d'entrées. Donc, et Monory me dit, tu sais, tu as eu tort de faire l'histoire de France, ça emmerde tout le monde. D'ailleurs, on n'apprend plus dans les écoles. Il était ministre de l'Éducation nationale. Il me dit, je suis le premier ministre de l'Éducation nationale analphabète, crois-moi, il y en aura d'autres. Et en fait, maintenant, il y a 2 200 000 personnes au Puy du Fou. L'année dernière, donc, on monte. Disney stagne à 11 millions, et Futuroscope est à 1,6 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Puy du Fou est une réponse au mémoricide français. C'est une réponse à l'appel des âmes en manque, qui sont à la fois appelantes et palpitantes, et qui réclament des racines. Et comme dans le monde entier, on vit selon le principe de la mondialisation et du déracinement, d'une société désinstituée, désaffiliée, le Puy du Fou correspond à un immense besoin, à un immense appel. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est ainsi. C'est les racines. Et les Américains, qui sont très sportifs, qui nous ont donc couronné 5 fois de suite, 5 Oscars, nous disent, vous nous faites peur, parce que nous, avec nos manèges et nos sensations, ça marchait dans les années 80, mais les gens veulent plus que ça. Et on a peur que ce que veulent les gens, c'est vous. Donc, la chasse à la souris est ouverte. Alors, et puis après, on passera la parole à vos lecteurs. Un épisode très récent, c'est l'arrivée au Puy du Fou de l'anneau de Jeanne d'Arc, au terme d'un imbroglio et d'un feuilleton judiciaire étonnant, ou si j'ai bien compris, c'est l'intervention de la reine d'Angleterre, Sa Majesté elle-même, qui vous a permis de réaliser ce moment incroyable. Oui, donc l'anneau dont Jeanne parle dans les minutes du procès était en exil depuis 6 siècles, puisqu'il avait été mis sous séquestre au moment du procès de Jeanne et emporté par le commanditaire du procès en Angleterre, donc le supérieur hiérarchique de Cochon. Et il est resté là-bas. Et puis il est passé de main en main. On a reconstitué tout ça. On ne le dit pas trop pour l'instant parce qu'on laisse venir les historiens officiels qui sont furieux à l'idée que ça leur échappe. Parce que ce sont des médecins légistes. Et puis voilà, puis un jour, un ami, Jacques Trémollet de Villers, m'appelle et me dit voilà, l'anneau est en vente. Il y a un acheteur australien, un américain, un japonais et naturellement des Anglais. Le gouvernement français a été consulté, le président de la République lui-même, et il n'a pas donné suite. Les historiens français, Orléans, Rouen, ont dit c'est pas intéressant. Donc il n'y a que le Puy du Fou. Je réponds, mais nous, c'est pas notre métier, on n'a pas d'argent pour ça. Donc on s'est cotisé en une nuit à quelques-uns. On a appelé un certain nombre d'amis et on a donné à notre avocat mission d'aller à l'enchère avec une somme qui était, je crois, de 300 000 €. Mais on ne pouvait pas mettre plus. C'était déjà une folie. Et curieusement, certains diront par l'effet de la Providence, les concurrents se sont arrêtés à 300 000. Et donc, on a obtenu l'anneau. Et l'anneau est au Puy du Fou, dans la chapelle du château du Puy du Fou. Et donc, c'est une sorte de désignation pour le Puy du Fou
au lieu de la mémoire vivante de la France. Voilà, c'est ainsi. Voilà, la ténacité aussi, qui est une constante de cette histoire et de ce récit. La chance, on peut appeler ça aussi les anges gardiens, la providence. C'est tout ce que vous racontez dans ce livre, avec plein de rencontres de gens qui sont toujours là, d'autres qui ne sont plus, mais qui ont cru en vous. J'aime beaucoup quand vous faites le tour des acteurs dont vous voulez les voix pour les débuts du Puy du Fou il y a 40 ans et qui vous accompagnent. Vous avez su les persuader. Il y a quelque chose qui vous portait d'assez incroyable. Non, mais j'avais le feu sacré et je leur disais voilà, j'ai pas d'argent, donc je voulais Jean-Pierre, je voulais Depardieu, je voulais Noiret, je les voulais tous, Lille Esquinalard, etc. Georges Delerue. Bon. Et incroyable, on les a tous eus. Et maintenant, beaucoup de grands acteurs, je pourrais citer certains noms, je ne veux pas les faire pour ne pas les gêner, viennent nous voir le Puy du Fou et nous disent mais pourquoi il n'y a pas ma voix? Pas de problème. Et donc, on pourrait penser que les grands acteurs, que les stars sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent, et ça c'est complètement faux. En fait, ils sont très généreux et on a cette chance inouïe d'avoir deux couronnes de savoir-faire, celle qu'on a forgée, la nôtre, avec nos petits jeunes, qui sont devenus des prodiges pour certains d'entre eux. Et puis une deuxième couronne, c'est en fait des gens du monde entier qui sont des stars dans leur domaine et qui nous disent, incroyable, moi je travaille avec vous au Puy du Fou. Donc des décorateurs qui sont à New York, etc., des costumiers, nous on veut travailler pour le Puy du Fou. C'est devenu une référence. Et quand on sait d'où on vient, ce château en ruine au bord d'un étang, oublié des hommes, entrailles ouvertes, c'est quand même une aventure incroyable. Et l'aventure, en fait, elle porte une leçon pour les enfants. Je me souviens très très bien d'un prêtre qui était mon professeur de français, qui m'a tout donné, et qui me disait un jour, si tu veux avoir une vie de rêve, rêve d'abord ta vie. Ne crois pas les adultes qui te disent de ne pas rêver. Il faut rêver. Et en fait, moi j'ai fait un rêve de lumière, de panache, d'élégance française, et je l'ai accompli. Mais je l'ai accompli, mais au-delà de tout ce que je pouvais penser, quoi. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, moi, au Puy du Fou, j'étais à l'ENA, donc à la sortie de l'ENA, je suis devenu sous-préfet. Et mon préfet à La Rochelle m'a dit, bon, c'est fini la rigolade, hein. C'est sérieux, sous-préfet. Alors que le truc, là, de saltimbanque... Et une anecdote que je raconte dans mon livre, c'est que j'avais mis dans mon scénario un cracheur de feu à la Renaissance. Et au Puy du Fou, dans le bocage jardin, il n'y avait pas de cracheur de feu. Et mon père m'avait dit, fais attention parce que Delattre, il était compagnon de Delattre, et Delattre lui avait dit, un chef ne donne jamais un ordre qu'il ne soit capable d'exécuter lui-même. Donc je pense à cette phrase et je suis allé à Beaubourg, il y avait un cracheur de feu absolument phénoménal. Et je lui donne un petit billet, je lui dis apprends-moi à cracher de feu. Il m'apprend d'abord avec de l'eau, puis il me dit tu as des prédispositions bonhomme. Donc j'apprends à cracher de feu et le samedi d'après la répétition, je crache le feu devant les puits-folaires en disant vous voyez, il y aura un cracheur de feu. Donc j'ai initié quelqu'un derrière moi. Et puis un jour, la première année, pendant la cinécénie, je me glisse parmi les acteurs et je crache le feu moi-même. Mais j'ai été sous-préfet. Et 15 jours après, vraiment un coup de malchance, le préfet, qui s'appelait Maurice Tess, qui était méticuleux et scrupuleux, qui avait une haute idée de la préfectorale, me convoque dans son bureau et me dit Villiers, vous avez vu ça? Il me balance vie publique, je ne sais pas si ça existe encore. Couverture glacée, et on voit un mec qui crache le feu.
Et il me dit, vous reconnaissez? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, non, il trépigne. Et il dit, vous vous rendez compte? Mon directeur de cabinet, il crache le feu. Vous vous rendez compte? Mais, et là, il a ce mot, il cherche un mot, il se dit un mot définitif, quoi. Et il dit, Villiers, vous êtes grillé. et alors, et donc il va voir le directeur de l'administration générale, Robert Pandreau, et il lui dit, vous virez ce mec-là. J'en veux plus. Parce qu'il crache le feu, tu dis, Pandreau, il ne sait pas trop quoi faire, il me convoque, Pandreau, et il me dit, voilà. Et 15 jours après, je suis reconvoqué au ministère de l'Intérieur, et là, direction l'Élysée. Et je me retrouve dans le bureau du président de la République, Giscard, avec son fils Henri. Et moi, je suis entre les deux. Et Giscard, je me souviens très bien, il dit « Alors, on me dit que vous avez le sens du contact populaire. » Non. Il dit « Vous crachez le feu. » Je dis « Oui. » Souvent. Une fois par semaine. Et là, en fait, il trouvait ça fantastique. Et il me dit, ben voilà, je vous nomme sous-préfet de Vendôme. C'était un poste pour un vieux sous-préfet, normalement. J'étais tout jeune, sous-préfet de Vendôme. Et simplement, il m'explique qu'il faudra faire élire mon fils. Mais là, Giscard, il dit, un mec qui crache le feu, il doit être capable. Et donc, moi, je lui dis, mais moi, j'étais cracheur de feu, et je ressors de votre bureau, montreur d'ours. Il fallait que je fasse élire le fils, voilà. Et j'étais sous-préfet de Vendôme, et là, le préfet a une consigne, Philippe de Villiers, vous le laissez faire tout ce qu'il veut, il va au Puy du Fou quand il veut. Voilà, donc incroyable. J'ai eu une vie très bizarre, quoi. Voilà. Eh bien, je vous propose la prochaine fois. Et après, donc, je me suis retrouvé secrétaire d'État à la culture, parce que Giscard avait nommé Léotard comme ministre en titre, et il dit, je vais le flanquer d'un spécialiste. Et donc, j'étais là pour faire le boulot, quoi, etc. Et c'est comme ça que en fait, fort de mon expérience depuis du fou, je me suis dit, bon, maintenant, on va défier les Américains avec l'entertainment, on va faire un entertainment à la française. Pas un parc d'attractions, mais le contraire. L'attraction, c'est, on prend les gens, on les distrait d'eux-mêmes. Le divertissement au sens pascalien. Et nous, ce qu'on voulait, c'est les réenraciner. Et donc, on a réussi à surmonter ce défi. Et voilà, et c'est surtout une communauté humaine incroyable. Incroyable. Parce que c'est un petit paradis. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de génération. Et surtout, il y a une exigence et un sentiment d'urgence qui nous pousse à aller toujours plus loin. C'est un des endroits où, quand on dit qu'on aime la France, on n'est pas ridicule. Un des rares endroits. Eh bien, toujours plus loin, je crois que c'est bien pour conclure. Merci Philippe de Villiers. Merci de votre patience. Ce livre se lit comme un roman, comme un thriller. C'est absolument passionnant de lire toute l'histoire du Puy du Fou. Et puis, je voulais vous signaler que la semaine prochaine, c'est le jeudi de l'Ascension, donc il n'y aura pas de jeudi de la procure. Mais dans 2 semaines, nous recevrons Véronique de Fontbelle, qui habite le quartier et qui vient d'écrire un très beau témoignage pour qu'un ciel flamboie sur son expérience de deuil, de la perte de son mari, il y a plusieurs dizaines d'années. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Comme vous êtes nombreux, je vous propose, Philippe de Villiers, de signer les ouvrages dès maintenant, sur le côté. Et encore merci d'être venu. Il y a des questions, non? Oui. Vous nous avez dit que vous étiez sollicité donc, de l'Espagne à la Chine. Et votre conclusion, c'est de dire que le Puy du Fou est un peu seul en France à retrouver cette âme. Est-ce qu'il conviendrait peut-être de
créer des puits du fou un petit peu partout en France, plutôt que d'aller en Chine, à Cholet, ou peut-être aux États-Unis. Vous avez tout à fait raison, mais nul n'est prophète dans son pays. Et on ne nous a jamais rien demandé en France. Jamais. Donc on nous a demandé en Bolivie, au Paraguay, en Argentine, en Chine, la muraille de Chine, etc. Mais j'ai été reçu par le président Poutine, j'ai jamais été reçu par un président de région. Il y a un décalage incroyable entre les élites françaises et le peuple français. Le peuple français vient au Puy du Fou, le peuple du monde entier d'ailleurs, puisqu'on a 15% d'étrangers. Les élites françaises, ça les fait rire, le Puy du Fou. Élite ou technocrate? Comment? Élite ou technocrate? Ce qu'on appelle les élites, quoi. Oui. Parce qu'elles ne vont pas sur le terrain. Elles manquent de terrain. Si Non, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le problème numéro 1. Alors, Oui. si vous me permettez. Cela dit, quand je dis les élites françaises, je dois faire quand même des exceptions. Il ne faut pas généraliser. Parce que, vous avez raison, c'est plutôt des technocrates. Mais n'empêche que l'ancien ministre de l'économie, devenu président de la République, il m'a appelé un jour, il m'a dit « Moi, je veux venir voir le Puy du Fou. Ça m'intéresse. Et l'aventure et l'entreprise. » Et les voies électorales? Alors, bien sûr, mais c'est mieux que rien. Les autres, ils viennent pas parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Oui. Et ils pensent même pas que c'est rentable sur le plan électoral. Lui, il a pensé que c'était rentable. C'est très bien, c'est son métier. Je connais le métier. Il n'est pas socialiste. Voilà. Mais voilà, sans aucune polémique, dire simplement, il y a un décalage. On est plus connu, nous. Moi, j'ai reçu le Hall of Fame aux États-Unis en septembre dernier. C'est un truc de la décoration américaine. Il n'y a pas une ligne dans la presse française. Et donc c'est incroyable, la France, quoi. Il y a vraiment un blocage. Voilà. Mais quand on a reçu le premier Oscar aux États-Unis, l'Oscar du plus beau parc du monde, en 2012, la presse française a changé. Elle a commencé à changer parce qu'elle a dit « Ah, si les Américains disent que c'est bien, alors c'est peut-être bien. » Et c'est très intéressant à observer. Voilà. Bon, on va peut-être signer. Oui, on va vous enchaîner aux tables de signature. La tâche qu'à 8h du soir. Et vous serez rentré. En tout cas, merci de votre attention. Voilà, le Puy du Fou, c'est l'œuvre d'une vie. Merci.